Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle du genre de la nouvelle, de Jack London, du podcast Primo, de méthodes de travail, d'argent, d'humour, de notes d'attention, de récits de voyage et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le lundi 8 février 2021. Je suis trop contente, je viens de découvrir un nouveau podcast d'entretien avec des auteurs qui s'appelle Lucky, qui est créé par Thomas Louis. Donc je commence à écouter ce nouveau podcast que je découvre, moi en tous les cas. Et là, il est en entretien avec un auteur qui s'appelle Arnaud Catherine, que je ne connais pas du tout. Je pense que je n'ai jamais rien lu de lui, mais par contre, il est publié dans une maison d'édition que j'ai découvert tout juste l'année dernière, qui s'appelle Vertical. Je crois que c'est Croire aux fauves de Nastasia Martin que j'ai lu chez eux. Bref, là n'est pas le sujet, et apparemment, il écrit plutôt des nouvelles. Et en fait, ça m'a fait penser que moi, les nouvelles, ça ne m'avait jamais intéressée. C'est pas un genre que j'aime lire, parce que j'aime me plonger dans quelque chose de long, dans quelque chose où je vais sombrer, où je vais m'immerger pendant quelques jours, voire quelques semaines parfois, quand c'est vraiment très long. C'est pour ça que les grandes sagas fantastiques ne me font pas peur. Au contraire, j'aime beaucoup en fait. La découverte d'un univers est sur un temps long. Et la nouvelle, c'est trop court pour moi. Donc non seulement j'aime pas particulièrement en lire, même si j'en ai déjà lu. Il y a un recueil de nouvelles qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune. C'était Le premier amour est toujours le dernier de Tahar Benjeloun. J'ai voulu le relire dernièrement et je me souvenais plus que c'était un recueil de nouvelles et en fait je l'ai arrêté en cours de route parce que justement j'avais pas envie de lire des histoires courtes. J'ai envie de lire des choses longues. Aussi parce que j'écris des choses longues. Et en fait, moi, je n'ai jamais écrit des nouvelles. J'ai pas d'idée pour des histoires courtes. Donc ça, c'était un vrai problème parce que, pour ceux qui le savent déjà, j'ai fait des études de cinéma quand j'étais à la fac et il fallait chaque année réaliser un court-métrage. Et sauf que j'avais pas d'idée, moi, de court-métrage. J'avais toujours des idées pour des films à rallonge qui étaient évidemment irréalisables dans le contexte de l'université, dans le temps qui m'était imparti. Et pareil pour les histoires, je n'ai jamais eu d'idée pour les histoires courtes. J'arrive pas à faire court. D'ailleurs, c'est le problème que je retrouve dans ce roman aujourd'hui, c'est que j'ai du mal à la synthèse. Je pense que tout ça est un peu lié. Alors, évidemment, ça m'est arrivé pour des dissertations d'école, par exemple, d'avoir des idées pour des histoires courtes que j'ai écrites, notamment une qui s'appelle La pièce interdite, un titre provisoire, que sans doute je développerai et qui a que la place pour être une courte nouvelle. Donc je vais rester sur ce format-là pour cette histoire en particulier, mais généralement, c'est pas du tout les idées que j'ai. Les idées, c'est toujours des choses à rallonge. Et là, je suis même en train de penser pour mon prochain projet d'écriture. Alors là, du coup, je me pose la question, est-ce que je devrais pas écrire des suites de nouvelles qui constitueraient un roman entier ? Bon, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais je me pose la question sur la forme que peut prendre ce projet d'écriture qui me semble très 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 long. Et alors pourquoi pas le découper en nouvelles, je sais pas. Je viens de reprendre la lecture du livre de Jack London, Profession écrivain, publié aux éditions Les Belles Lettres. Alors ça faisait un moment que je l'avais commencé, donc je me souviens plus trop de ce que j'ai déjà lu, mais j'arrivais pas à m'y replonger parce que je ne trouve pas le moment de lire ce roman. Enfin, c'est pas un roman justement. Je ne trouve pas le temps de lire ce texte parce que je préfère lire des romans. Comme mes journées sont assez chargées, je me réserve les soirées pour la lecture. Et le soir, j'ai pas du tout envie de lire un essai ou quoi que ce soit. Et là, je viens de lire un passage que j'avais envie de partager avec vous. Alors, il a expliqué plein de choses auparavant, je vais pas tout vous lire, sinon ça serait un peu long, mais en gros, il explique par quoi est déterminée la littérature actuelle. C'est-à-dire que la littérature, c'est pas juste de l'art qu'on propose, c'est de l'art qu'on vend. Et donc, du coup, on le vend à un certain public. Et pour faire plus d'argent, il faut le vendre au plus grand public. Alors voilà comment lui, il en parle. Les gens récemment émancipés et dépourvus de sens artistique déterminent le genre de texte que le directeur commercial peut permettre au rédacteur en chef d'imprimer dans les pages de son magazine. Ce dernier devient le porte-parole de gens récemment émancipés et dépourvus de sens artistique. Ce qu'ils veulent, il le veut. Il est le fournisseur, l'intermédiaire, l'acheteur de marchandises pour le compte d'un grand nombre de gens qui n'ont pas le temps d'aller les marchander eux-mêmes et qui n'y sont pas préparés. Et par les grandes routes et les petits chemins le long desquels des hommes colportent le produit de leur ménage, il s'en va choisir ce qu'il fera entrer dans son stock. Et si le rédacteur en chef reçoit sa subsistance de la grande masse, par son intermédiaire, les écrivains qui colportent leur production reçoivent la leur de la même source.
la grande masse les nourrit, et quiconque nourrit un homme devient son maître. Et en leur qualité de maître, ceux qui appartiennent à cette grande masse, vu leur appréciation simpliste de la littérature, exigent une littérature simpliste. Donc ça explique pourquoi il y a tant de grosses daubes qui reçoivent un succès populaire phénoménal et qui sont publiées, vendues et lues. C'est une question que j'avais depuis longtemps. En quelques phrases, il résume assez bien ce qu'est ou ce que peut être la littérature. Heureusement, en France, on a une grande variété littéraire. Il y a plus de 500 livres qui sont publiés à chaque rentrée littéraire, donc c'est assez énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas tout lire et qu'on a toujours l'impression qu'on ne lit pas assez par rapport à la masse de livres qui sortent chaque année. Mais c'est une réflexion que j'avais envie de partager avec vous parce que justement, pourquoi est-ce qu'on écrit ? Je me suis remis à écouter le podcast Primo pour la 3e fois, produit par les éditions Robert Laffont en partenariat avec le studio Nouvelles Écoutes. Franchement, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille vivement. Et ça me refait exactement la même chose que lorsque je l'avais écouté la première fois, c'est-à-dire que je vis l'expérience de ces jeunes auteurs par procuration. Les sensations sont assez fortes quand les éditeurs appellent les auteurs la première fois. Il y en a un au début là qui laisse un message sur le répondeur d'une des auteurs. Et je sais pas, je m'imagine tellement à recevoir ce genre de message, dans quel état second je serais. Non seulement je trouve que c'est hyper instructif parce que il y a plein de choses à prendre en note dans ce podcast pour mon travail d'écriture, mais en plus c'est palpitant dans l'aventure que vivent ces auteurs. Et du coup, en écoutant ce podcast, je me suis remis à l'écriture ce soir, donc là je viens de travailler à peu près 2 heures sur mon manuscrit. Je pense que je vais m'arrêter là pour m'accorder un petit peu de lecture, donc j'ai pris sur mon temps de lecture, puisque normalement le soir je lis. Et je suis assez contente de ma séance, j'ai bien avancé, surtout que j'ai travaillé sur une scène que j'aime bien. Je pense qu'il faut que je la réécrive encore une fois, sans forcément m'appuyer sur le texte existant, parce que y a des choses que j'arrive pas à en mettre en forme dans le texte qui existe déjà. Donc je vais voir, mais je vais reprendre ça plus tard. Et alors j'ai fait le calcul sur le temps qu'il me faudrait pour terminer cette réécriture. Si je compte 40 jours à partir de demain, à raison de 5 pages par créneau de 2 heures, donc 5 pages par jour si je travaille qu'une seule fois par jour, ça m'emmène au 20 mars, le samedi 20 mars. Le samedi 20 mars, j'aimerais avoir fini cette réécriture pour me concentrer que sur les scènes à réécrire si je ne l'ai pas fait auparavant. Bon, peut-être que c'est un petit peu présomptueux d'imaginer que ça va être aussi facile que ça. Je pense que le début, c'est pas ce qui est le plus compliqué, c'est surtout vers la fin que c'est plus incertain. Le mardi 9 février 2021. Je suis trop contente car je viens de retravailler une scène qui depuis le début ne me plaisait pas du tout et là ça y est. Là, elle a vraiment tout ce que je voulais mettre dedans, elle marche bien, elle est visuelle. Enfin, disons que je suis plus dans les explications, quoi. On comprend ce qui se passe, on a plusieurs éléments qui sont importants. Ouais, je suis contente. Je vais recommencer par cette scène demain. Généralement, comment ça se passe, c'est que je prends mon manuscrit, je le relis en changeant de la première personne à la 3e personne, en transformant certaines phrases, en reprenant d'autres passages, en enlevant des mots en trop, etc. Une fois que j'ai fait cette première réécriture, je relis le passage que je viens de corriger en m'appuyant sur les corrections de ma professeure de français pour revoir un petit peu ce que j'ai pas encore mis en place, voilà. Aujourd'hui, lors de ma séance du jour, j'ai bien travaillé sur 5 pages. J'en suis à présent à la page 28. Donc pour l'instant, je suis dans les temps par rapport à la deadline que je me suis fixée. Et du coup, une fois que j'aurai repris cette scène que je viens de travailler aujourd'hui, j'en arriverai à la page 32 et les 32 premières pages sont tout à fait lisibles et à même d'être envoyées aux maisons d'édition. Alors certes, il y a des choses que j'aimerais modifier, que je trouve pas encore assez bien écrites, mais telles quelles, ça fait déjà un livre. Donc je pense que je vais commencer à envoyer comme ça. En fait, une fois que j'aurai terminé ce travail de réécriture, je vais relire tout le texte dans un fichier PDF. Je vais prendre des notes sur les choses qui sont à modifier. Et en fonction de mes notes, les choses qu'il faudra absolument modifier avant de l'envoyer en maison d'édition, je le ferai. Mais pour tout le reste, je laisserai comme ça. C'est ce que j'expliquais il n'y a pas si longtemps. À un moment, il faut dire stop aux corrections.
Et puis de toute façon, il y a de fortes chances pour que tout ceci soit retravaillé avec un éditeur si jamais je suis prise quelque part. Et en toute sincérité, je pense que si mon texte n'est pas accepté en l'état, c'est qu'il n'est pas bon tout court, que ça sert à rien de le retravailler encore et encore, il ne sera jamais accepté. C'est en écoutant le podcast Primo que je me fais cette réflexion, parce que je me rends compte que les éditeurs, ils sont capables de capter s'il y a un intérêt à un texte ou pas. Et là, par rapport à tout le travail que j'ai fait dessus, je pense que s'il y a quelque chose à retirer de mon texte, c'est visible pour un éditeur. Si ça ne l'est pas, c'est que soit la rencontre ne se fait pas, soit c'est pas un sujet qui plaît aux maisons d'édition parce que c'est pas dans l'air du temps. Enfin voilà, ça peut être pour plein de raisons autres que la qualité de mon texte. Oui, j'essaye de me rassurer. Je continue à écouter le podcast Primo, et là, j'en suis arrivée à la première fois qu'Alban Ligné s'enregistre, et elle explique que lorsqu'elle relit un passage, elle va directement là où elle a réécrit dernièrement, parce qu'elle est toute contente de redécouvrir quelque chose, comme si elle lisait son texte pour la première fois, comme l'impression qu'on peut avoir à la première lecture d'un livre. Et je me rends compte que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi ce matin, c'est-à-dire que la scène sur laquelle j'ai travaillé, c'est une scène que j'ai reprise assez récemment, que j'avais déjà retravaillée, restructurée, réagencée, où j'avais rajouté des choses, où j'en avais enlevé d'autres, pour la rendre moins explicative. Et là, en retombant dessus, en la retravaillant encore, c'est comme si je la redécouvrais. Je me souvenais plus vraiment de ce que j'avais écrit dans ce travail de réécriture sur cette scène, et donc je connais pas encore les mots par cœur, je ne connais pas encore ce qui se passe par cœur, et donc il y a eu un certain plaisir à découvrir cette scène telle qu'elle était réécrite, alors que je m'en souvenais pas très bien parce qu'elle a été réécrite récemment. Et puis elle aussi, elle est un peu comme moi, enfin c'est plutôt moi qui suis comme elle. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'elle travaille sur son manuscrit. Bon, alors moi, ça fait que 4 ans, hein, mais c'est déjà énorme. Et ça fait 5 ans qu'elle est en phase de réécriture. C'est-à-dire que son premier jet n'a pas mis tant de temps que ça à s'écrire, mais que depuis, elle le réécrit. Donc voilà, hein, on retrouve quand même certaines correspondances entre nous. Et alors par contre, elle explique qu'il y a des phrases qui datent d'il y a 4 ans. Moi, je suis pas sûre qu'il y ait une seule phrase qui date d'il y a 4 ans, quoi. En fait, à chaque fois que j'ai réécrit mon manuscrit, à chaque fois que j'ai tout relu, que je me suis replongée dans une réécriture, j'ai jamais sauté des passages. J'ai tout réécrit. Dès qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, je le réécrivais. Donc tout s'est fait au fur et à mesure, un peu comme ça. Donc s'il reste des choses de quand j'ai commencé, je serais incapable de dire lesquelles. Sans doute celles que je connais le plus, mais si ça se trouve, elles sont plus récentes qu'il y a 4 ans, je sais pas du tout. Toujours dans le podcast Primo, il y a l'éditrice là qui est en train de compter le nombre de signes du manuscrit qui l'intéresse, en disant qu'il va falloir qu'elle coupe beaucoup. Et elle regarde à peu près le nombre de signes, et elle en est à peu près à 520 000 signes, je crois, un truc comme ça. Alors je sais pas si c'est espace compris ou non compris, mais si c'est espace compris, en fait, moi je suis à peu près au même nombre de caractères, hein. C'est 526 741 caractères espace compris, 438 186 espace non compris. Sachant qu'un livre de 400 000 signes, c'est à peu près 300 pages dans un format de publication. Enfin, j'imagine un format comme ce que publie Robert Laffont, quoi. Donc, si moi, j'en reste à mon nombre de signes, mon livre fait entre 400 et 500 pages. Un truc comme ça, quoi. À peu près. Ouais, c'est un petit peu gros, peut-être, par rapport à ce qu'il faut faire. J'arrive pas trop à me rendre compte en même temps. Mais d'ailleurs, si je trouve un éditeur et qu'il me dit « Bon, par contre, faut que vous coupiez, hein. » Faut qu'ils me disent que je dois couper, hein. Sinon moi je saurais pas couper, hein. J'ai tellement du mal avec ça depuis le départ. Mais toujours est-il que si je repense au concours de Charleston, c'était 600 000 signes, espace compris maximum. Et là, en ayant toute mon histoire dans son intégralité, je serais carrément rentrée dans les critères de sélection de ce concours. Je pense que j'étais sans doute pas faite pour les éditions de Charleston. Là, j'ai un livre d'eux que je vais bientôt lire. Je vais voir un petit peu comment c'est écrit, mais je suis pas sûre que je corresponde à leur ligne éditoriale. Le mercredi 10 février 2021. J'ai fait une séance un petit peu plus courte que d'habitude ce matin, mais bon, c'est pas plus mal. J'en suis maintenant à la 40e page et j'estime que les 39 premières pages de mon roman sont plutôt correctes.
je peux tout à fait les envoyer à une maison d'édition, même s'il y a encore des choses à améliorer, mais bon, il y aura toujours des choses à améliorer. Donc bon, il y a un moment, il faut juste un peu accélérer le processus et puis faire le deuil de la perfection, hein, comme je le dis depuis quelques jours. Demain, je reprends à la page 40, donc maintenant, mon texte fait 221 pages. Je suis censée le raccourcir, mais évidemment, je l'allonge, hein. C'est toujours mon problème. On va voir comment ça évolue les prochains jours. Là, je pense que je vais commencer à rentrer dans les parties du texte qui demandent un peu plus de retravail. Parce que bon, jusque-là, c'était quand même des passages sur lesquels j'ai énormément travaillé, que j'ai beaucoup modifié. Donc, c'est un petit peu normal que ça soit abouti. Si ça se trouve, c'est là-dessus qu'on me fera retravailler ensuite. Bon, il faut que j'arrête de me projeter. Faisons les choses l'une après l'autre et ensuite on verra. Là, en ce moment, je lis pas mal, du coup, le livre de Jack London, Profession écrivain. Et il parle beaucoup du rapport de la littérature à l'argent, qui est une problématique que rencontrent tous les auteurs. Et plus ça va, plus je me dis qu'il ne faudrait peut-être pas que j'attende de vivre de l'écriture. Et je n'attends pas ça en même temps, parce que je n'écris pas pour gagner ma vie. Je sais que c'est très difficile et qu'il vaut mieux se consacrer sur d'autres projets à côté, plutôt que d'espérer de vivre de sa plume. Ça, j'en ai vraiment conscience. Sauf que j'ai toujours eu tendance à l'espérer quand même au fond de moi, parce que de me dire que je pourrais passer toute ma journée à écrire mes romans dans la plus totale liberté, j'avoue que ça a un côté qui me fait rêver. Je pense que si vous aimez écrire, vous comprenez exactement de quoi je parle. Sauf que je ne sais pas si ça serait vraiment une bonne chose d'attendre que l'écriture me rapporte de l'argent, même le minimum syndical pour vivre, hein, dans le sens que j'aurais peur de ne plus écrire pour moi, mais pour gagner ma vie. Et du coup, le postulat de départ n'est plus du tout le même. Et l'intention qu'on met dans son écriture n'est pas la même. J'aurais peur de me faire avoir par cette problématique. Ou alors, il faut rester très vigilant à ça pour éviter de se corrompre dans son écriture. Mais c'est comme, en fait, gagner au loto. Tout le monde rêve de gagner au loto, enfin, plus ou moins. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait assez rêver. De temps en temps, ça m'arrive de tenter ma chance. Mais d'un autre côté, est-ce que vraiment ça serait une bonne chose que de gagner le gros lot ? Dans le sens que si je me retrouve soudain avec plein d'argent, à ne plus savoir qu'en faire, qu'est-ce qui va me faire vibrer au quotidien ? Alors je dis pas que c'est l'argent qui me fait vibrer au quotidien, c'est pas ça que je veux dire. Mais disons que l'argent, c'est un peu comme la récompense de l'effort accompli. C'est la carotte, on va dire. C'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me tire vers le haut, c'est ce qui fait que je me sens un peu dans l'urgence. C'est ce qui me bouge avec un sentiment d'urgence justement. Le jour où j'ai plein d'argent, où j'ai plus besoin de gagner ma vie, est-ce que je risque pas de me reposer sur mes lauriers ? Alors, ça veut pas dire que j'arrêterai d'écrire, je pense que je continuerai à écrire, mais combien de temps je vais mettre pour écrire ? Est-ce que je vais pas mettre 2 fois plus de temps parce qu'il y aura plus d'urgence justement ? C'est comme si l'argent donnait un cadre à ma vie. Et attention, hein, je parle pas de l'argent pour l'argent lui-même, je parle de l'argent comme moyen d'être confortable dans la vie, d'être à l'aise, de pouvoir profiter de sa liberté. Pour moi, c'est juste un outil, l'argent, c'est pas une fin en soi. Pour mon livre Essai comique sur les hommes de ma vie, je suis en train d'écouter le podcast Primo, toujours, et là c'est Hélène Verger qui est en train de parler. Alors c'était très drôle parce que lorsque j'ai lu son livre récemment, ça m'a fait penser à ce projet d'écriture par rapport au côté humoristique qui se dégage de son texte à elle. Bon, elle le maîtrise de main de maître, hein, moi je sais pas du tout si c'est mon cas, et en fait elle dit qu'elle a voulu faire quelque chose de drôle à la base. Et donc même dans les situations douloureuses, le regard de Valentine, son personnage principal, déniche toujours les petites choses qui vont pouvoir faire rire, ce qui fait que ça allège la lecture et ce qui fait que le lecteur n'est jamais plombé complètement. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a des passages vraiment très durs dans ce roman. Et en fait, il faut bien que je retienne ça pour mon propre texte, parce que moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose de drôle. Et je trouve que c'est une idée très intéressante de toujours garder à l'esprit que même dans les moments tristes ou graves, de trouver le décalage nécessaire pour faire naître l'humour. J'ai vraiment envie de faire rejaillir ça. Bon, c'est sûr que je n'aurai jamais le même ton qu'Hélène Verger, et c'est pas mon but du tout, hein. Ça, c'est une langue qui lui est propre à elle pour ce livre-là en particulier. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle va pouvoir réutiliser lors d'un prochain écrit, mais j'ai envie de m'inspirer dans ce que ça provoque chez le lecteur.
Et alors c'est quand même très drôle que son postulat de départ, c'était de faire rire les gens. Et en fait, pour l'essai comique autour des hommes de ma vie, je pars du même postulat de départ. C'est-à-dire que j'ai envie d'écrire quelque chose de drôle. Je suis plutôt quelqu'un de rigolote dans la vie, enfin il me semble en tous les cas. Enfin je l'ai été pendant de nombreuses années, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais bon bref, c'est pas le sujet. Et je me rends compte qu'en fait, le sujet dont je parle n'est pas si drôle que ça. Il a même une certaine gravité. Et c'est ça tout l'intérêt du livre en fait, ce décalage qu'il peut y avoir entre le ton humoristique et ironique du personnage et la gravité du propos, dont peut-être elle n'a pas toute conscience elle-même, mais que le lecteur, lui, peut avoir en conscience. Et c'est exactement ce qu'Hélène Verger, elle fait dans son texte en fait, hein. Et c'est très très bien réussi. Moi je suis hyper impressionnée par sa plume. Il y a plusieurs choses que je trouve en écoutant le podcast Primo. À la fin, ça permet de trouver un petit peu des arguments de vente pour son propre roman. C'est-à-dire comment on peut parler du livre qu'on écrit à un public, à des potentiels acheteurs. Et moi, j'y pioche un petit peu des arguments que je vais pouvoir mettre dans ma lettre d'attention ou en tous les cas dans mon mail d'accompagnement. Je sais pas trop encore comment se constituent les dossiers à envoyer aux maisons d'édition, je sais pas trop de la manière dont il faut procéder. Alors c'est sûr que j'ai regardé plein de vidéos YouTube qui parlent de ça, mais bon... C'est jamais la même chose, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, je me demande est-ce qu'il faudrait pas que j'appelle chaque maison d'édition pour leur demander quel dossier je prépare à leur attention à eux en particulier. Souvent c'est signalé sur leur site internet, si c'est par courrier ou par mail, mais c'est quand même très très sommaire par rapport au dossier à leur envoyer. On sait pas quel document il faut joindre à son manuscrit. Bon, je pense que l'enrobage c'est pas ce qui intéresse le plus ceux qui vont le lire, mais disons que ça peut mettre en confiance quoi. Où ça peut intéresser un lecteur. Et donc moi, j'ai envie de dire que mon livre, c'est une histoire d'amour, une histoire de voyage, mais c'est surtout l'histoire d'une femme qui décide de dépasser ses peurs pour aller à la recherche de ses rêves et tenter de se réaliser. En gros, ça serait un peu le résumé. Et je me rends compte que moi, j'aime beaucoup les récits de voyage. J'en ai lu pas mal, pas assez sans doute. Le premier récit de voyage que j'ai lu, qui m'a donné envie de partir moi-même en voyage. Entre autres, c'était 4 du Congo de Patrice Franceschi. Il raconte son aventure quand il avait 20 ans à peu près et qu'il est parti avec 3 autres potes en Afrique à la recherche des pygmées. Et donc il raconte toute son aventure dans ce petit bouquin qui est vraiment pas très épais. Et il a vraiment testé les limites extrêmes du voyage où il a presque failli mourir en fait. Ensuite, j'ai lu de lui La dernière ligne droite, il me semble que ça s'appelait. Bon, je ne l'ai pas sous les yeux, donc j'aurais du mal à être très précise. Qui raconte un petit peu toute sa vie d'explorateur, de voyageur, comment il s'est engagé auprès des Moudjahidines en Afghanistan, ce genre de choses. C'est passionnant, c'est une vie d'aventure en fait. Et c'est un petit peu comme ça que moi je fantasmais ma vie quand j'étais plus jeune. J'avais envie d'une vie pas ordinaire, qui ne se traîne pas dans le quotidien. Et donc lire des récits d'aventure, forcément... ça avait quelque chose de très parlant pour moi. J'ai également lu Mike Horn avec Latitude Zéro. Bon, je vais pas m'étendre sur le livre qui a pas une qualité littéraire extraordinaire, qui raconte un exploit humain, voire même surhumain. Hein. C'est l'histoire de cet aventurier qui fait le tour... Bon, je pense que vous le connaissez un peu plus, hein, Mike Horn. C'est l'histoire d'un aventurier qui fait le tour du monde en passant par... la latitude 0, hein. Il frôle la mort plusieurs fois, mais c'est plus sur le dépassement de soi, sur les limites du corps, que sur la rencontre avec l'autre, sur le voyage. Donc ça m'intéresse moins. Pareil, dans le même registre, mais un petit peu différent, il y a Sarah Marquis, qui est également une aventurière exploratrice, qui se lance des défis, mais elle est beaucoup plus attirée par la nature que par les hommes. Donc ça me parle moins. Alors que Patrice Franceschi, il y a vraiment une recherche de contact humain, et moi, c'est ce qui me plaît. Donc voilà, c'est toute une littérature de voyage. Et puis après, évidemment, il y a Sylvain Tesson. Alors moi, j'ai lu il y a un moment déjà Dans les forêts de Sibérie. D'ailleurs, quand je faisais mon projet de film que j'avais été tourné en Inde, j'avais pas été particulièrement touchée par cet écrit parce que je trouvais ça très très intellectuel. C'était beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, peut-être que ça me plairait plus maintenant que je m'intéresse au processus d'écriture. À l'époque... j'avais trouvé ça un peu pédant, hein, à vrai dire. Je trouve que l'expérience d'aller s'enfermer 6 mois, 1 an dans une cabane au fin fond de la Sibérie, je trouve ça juste génial. C'est tout à fait une expérience que j'aimerais vivre moi-même.
réapprendre à survivre, à se débrouiller seul, dans un lieu assez rustique, éloigné de toute vie humaine. Ouais, c'est vraiment une expérience hyper forte que je peux tout à fait comprendre qu'il ait eu envie de faire. Donc ça me parle, mais la manière dont elle est racontée ne m'a pas parlé. Maintenant, je vais en lire d'autres de lui parce que quand même, c'est un écrivain voyageur, c'est indispensable que je le lise plus, que je découvre un peu plus. Peut-être que ce livre ne m'a pas parlé en particulier, mais qu'il y en aura plein d'autres qui pourront me parler, parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je le trouve passionnant, cet homme. Donc forcément, il y a quelque chose qui va m'interpeller dans les livres qu'il écrit. Peut-être beaucoup plus maintenant que je me suis lancée sérieusement dans un travail d'écriture, en fait. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas le cas, donc du coup, je voyais ça un peu de loin, c'était carrément au-dessus de moi, un peu inaccessible encore. Pourtant, il a remporté beaucoup de succès, donc j'imagine que parmi les gens qui l'ont lu, la plupart d'entre eux n'écrivent pas forcément, hein, mais bon. Passons. Et en fait, dans tous ces livres de voyage, il n'y a jamais d'histoire d'amour. C'est quand même, je sais pas, moi, il me semble quand même que les voyageurs ont des histoires d'amour dans le cadre de leur voyage. Si vous connaissez un livre qui mélange récit de voyage et histoire d'amour, je suis preneuse. Parce que je trouve que une histoire d'amour, ça fait partie du voyage. C'est ce qui condense même le voyage. Donc moi, c'est de ça dont j'avais envie de parler dans mon roman. Alors j'ai un peu extrapolé la relation que j'ai eue avec mon guide, mais ça s'en inspire, c'est ce qui aurait pu nous arriver quelque part. Alors c'est plus un récit puisque c'est devenu un roman, mais j'en ai fait ce qui moi me manque dans les récits de voyage. Donc moi je pense que je peux vraiment jouer sur ce côté là de ma propre expérience parce que c'est ce qui fait un petit peu mon originalité, quoi. Qui à 30 ans, qui n'a jamais osé sortir de sa zone de confort, décide d'un coup de partir en Inde. En Inde, c'est quand même pas le pays le plus facile à aborder quand on n'a jamais voyagé seul, pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Enfin, c'est un petit peu fou quand même à la base comme projet. Et ça peut aussi interpeller un auditoire, en fait. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre en avant dans les lettres d'accompagnement que je vais proposer aux maisons d'édition. Et une question que je me pose, est-ce qu'il faut que je parle de ce podcast ? Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas d'avoir mis en place ce podcast. Est-ce que ça va avoir un aspect positif pour les maisons d'édition ou est-ce que ça va les rebuter ? Parce que en gros, c'est comme si je faisais la communication à leur place, quoi. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce qu'il faut que je le cache quand je postule et que j'en parle ensuite? De toute façon, je serai obligée d'en parler. Moi, mon but dans ce podcast, c'est de partager avec vous toutes les étapes de la fabrication d'un livre. Que ce soit de sa création, alors je regrette de ne pas avoir pu m'enregistrer dans les premiers temps de mon écriture, mais en tous les cas, que ce soit de l'idée à sa vente en librairie. Si je trouve un éditeur et que je fais un travail éditorial avec lui autour de mon texte, j'aimerais pouvoir vous partager les étapes que je traverse telles que je le fais depuis le départ avec ce podcast. Donc forcément, je serais un peu obligée de mettre la maison d'édition dans la boucle de ce podcast. Si elle a peur que je dévoile des détails confidentiels, de toute façon, je fais quand même très très attention sur ce que je peux dire parce que le but, c'est pas de déflorer complètement mon livre et que vous n'ayez plus du tout envie de le lire. Et puis c'est pareil, il y a peut-être des choses qui sont confidentielles que j'ai pas le droit de révéler au grand jour. Donc ça, c'est une question que je me pose. Si vous avez un avis sur le sujet, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous parleriez ou pas de ce podcast à une maison d'édition pour laquelle vous postuleriez et pourquoi ? Pourquoi vous le feriez ou pourquoi vous le feriez pas ? Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont déjà en contact avec des maisons d'édition, qui savent un peu mieux que moi comment ça fonctionne. Je suis vraiment très avide de vos conseils, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec vos avis. Ça m'aiderait beaucoup à faire un choix. Ou en tous les cas, ça va nourrir ma réflexion. Là, j'en suis dans le podcast Primo au moment où ils vendent les livres aux libraires. Et donc, elle présente un petit peu les différents livres. Et elle présente, par exemple, La vie en confetti en la mettant en comparaison avec Boris Vian et Bojangles, en attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. J'ai jamais lu de Boris Vian, mais on n'arrête pas de me le conseiller, donc il va falloir que je m'y attelle. Par contre, j'ai adoré Bojangles, et je comprends tout à fait le parallèle avec La vie en confetti. Et en fait, moi, je me rends compte que les romans que j'ai le plus aimés en littérature blanche ces dernières années, ce sont des romans qui ont un style très fantaisiste, qui me font rire, qui sont poétiques. Et donc ces 3 romans, c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné, En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau et La vie en confetti d'Hélène Verger. Et je me rends compte que moi, ce que j'ai peur par rapport à mon roman L'Inde de Souraj, c'est que ce soit très classique dans la manière dont est racontée l'histoire. C'est vrai que c'est pas là que se place mon originalité et j'ai peur que du coup ma voix elle porte pas très haut à cause de ça.
J'ai vraiment peur que mon livre ne plaise pas parce qu'il n'a pas de style. J'ai peur de ne pas avoir trouvé ma voix, de ne pas avoir trouvé mon style. Est-ce que c'est important pour plaire d'avoir un style ? Est-ce que l'histoire avec des bonnes idées ne suffit pas ? Bon, certainement que ça suffit, puisqu'il y a plein de livres qui n'ont pas un style transcendant et qui marchent très bien parce que l'histoire est forte par elle-même. Je fais sans doute partie de cette catégorie. Ça, c'est en écoutant le podcast Primo, en fait. Forcément, je me compare. Et j'ai l'impression qu'elles ont toutes une voix, un style qui fait leur originalité. Et moi, je me dis, mais c'est quoi qui fait l'originalité de mon texte, quoi, en comparaison ? C'est pas bien de se comparer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes les références que j'aborde sont en description de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès vendredi prochain. En attendant, je vous annonce qu'un hors-série sera bientôt en ligne, dès demain, 14h. Un hors-série au cours duquel je vous propose une longue interview avec mon amie scénariste de bande dessinée, Tani Juguin, qui par ailleurs a lu mon roman, où je la questionne sur son processus créatif. Mais si vous préférez la version visuelle, sachez qu'une version sera disponible sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte demain à la même heure à partir de 14h. Et si vous avez envie de m'écrire un petit message, notamment pour répondre à la question que je pose dans cet épisode, vous pouvez le faire sur Instagram @AuréliaHorner. Merci pour votre écoute, bon week-end à vous et à bientôt.